Aujourd'hui, je retourne dans le quartier chinois, mais cette fois-ci avec DJ Horg. Alors, on est présentement au Champ de Mars à Montréal avec derrière moi le quartier chinois tel qu'on le connaît aujourd'hui avec l'autoroute Ville-Marie et tout le centre-ville environnant. Pour les débuts, il faut se mettre dans le contexte que ici, exactement à l'endroit où je me trouve, on serait à peu près où il y avait la porte, la seule porte qui menait au nord des fortifications de Montréal. Donc, il y avait plusieurs portes qui donnaient sur le fleuve. Il y en a une seule qui donnait au nord. C'était la rue Saint-Laurent. Où est-ce qu'on voit l'autoroute en ce moment, c'était une rivière avec des marais. Donc, la rue Saint-Laurent, il y avait un petit pont. Puis l'autre bord du petit pont, il y avait une petite butte où est-ce que c'est la rue Gauchetière. Et puis, c'est là que les premières habitations se sont développées au nord de la ville à l'époque. Alors, on est dans les années 1700. Puis, on peut dire que c'était aussi un endroit important pour l'arrivée des migrants parce qu'on était sur le bord du fleuve. Alors, dès la conquête, en fait, des Écossais, des Irlandais, des Allemands, des Britanniques vont venir s'établir ici dans le secteur. Alors, on est présentement ici au coin de la rue Côté et de la Gauchetière, environ à l'endroit où on nommait à l'époque du régime français le pré de ville. Alors, on est au début des années 1800, c'est déjà devenu un faubourg. Donc, tout le long de la rue Saint-Laurent, il y a des habitations jusqu'à ici. En 1827, derrière moi, le bâtiment qu'on voit, on l'érige pour faire la première école, si on veut, mixte au Canada, qui était et des francophones et des anglophones, de toute origine, donc autant des riches que des pauvres. C'était une école nouveau genre, avec une seule classe, puis on enseignait à tout le monde en même temps. Puis, cette école-là aura fait peut-être une dizaine d'années sous ce régime-là, mais après, les patriotes, les francophones ont eu peur, ou en fait, on ne sait pas s'ils ont été chassés. Ça va rester une école britannique. Mais sinon, le secteur ici va continuer à se développer tout le long des années 1800. On va assécher la rivière Saint-Martin avec les marais. On va développer, on va bâtir tout autour. On va être en plein milieu du faubourg Saint-Laurent. Un autre bâtiment intéressant du faubourg Saint-Laurent, c'est l'édifice Robillard. C'est dans ce bâtiment qu'il y avait la toute première salle cinématographique du Canada. Malheureusement, en novembre 2016, il y a eu un incendie et le bâtiment a été complètement détruit. Cinq ans plus tard, on n'a pas encore reconstruit sur le site. Donc, à partir des années 1890, on va vraiment pouvoir parler d'un quartier chinois parce que des Chinois qui sont partis de la Chine, qui sont venus faire le chemin de fer de Vancouver jusque dans l'est du pays, arrivent ici à Montréal, ils s'installent parce que c'est proche du port, c'est juste l'autre bord de la ville. Dès les années 1900, 1920, en fait, la griffe espagnole arrive, ça décime une partie de la communauté, ils font l'hôpital chinois. La communauté essaie de se prendre en main, mais déjà là, le fait qu'il y a des lois racistes qui empêchent d'autres Chinois de venir les rejoindre, ils ne peuvent pas... En fait, la population stagne un peu parce qu'il n'y a que la même poignée qu'aux premières heures. Ce qui est arrivé, c'est qu'après 1885, après la construction du chemin de fer Trans-Canada par les Chinois, le gouvernement du Canada a eu peur du péril jaune de l'immigration massive des Chinois. Donc, on a fait une loi qui a imposé une taxe d'immigration chinoise qui a culminé en 1903 à 500 $. 500 $, c'est une somme énorme à cette époque-là. Donc, en 1923, comme il y avait encore beaucoup de Chinois qui arrivaient au Canada, on a décidé carrément d'interdire l'immigration chinoise. Et ce, jusqu'en 1947. Non seulement ça, les Chinois n'avaient presque aucun droit au Canada. Ils n'avaient pas le droit de voter, ils n'avaient pas le droit d'emprunter de l'argent à la banque. Et c'est pour ça que plusieurs associations sino-canadiennes se sont créées.
les associations qui ont encore pignon sur rue de nos jours dans le quartier chinois. À partir des années 40, le quartier commence à avoir un petit côté pittoresque. On met des banderoles, des affiches chinois. On essaie d'attirer les touristes. Ça marche. Les Montréalais aiment beaucoup venir faire un petit tour ici. Donc, le quartier commence à avoir l'image qu'on lui connaît aujourd'hui. C'est un peu, on dirait, l'âge d'or. C'est la période où ils sont le plus nombreux. Et puis, ça va être un peu le début du déclin parce qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale, après, les maisons commencent à être vieilles, les petites industries qui ont fait où est-ce qu'il y avait l'ancien marais, ça commence à être vieux, vétus. Il y a quand même, ça foisonne d'activités économiques parce qu'on est à la sortie de la ville, tout proche du centre-ville, mais c'est comme le coin oublié, le coin qu'on s'en fout un peu, le coin qu'on va détruire une bâtisse ou deux pour faire un stationnement parce qu'on est proche de la rue Saint-Jacques, qui est le centre-ville de l'époque. Donc, c'est un peu la descente aux enfers. OK, alors on est dans les années 50, le quartier est à son apogée, c'est l'âge d'or du quartier chinois. Il y a environ 5000 résidents dans le secteur, donc ça foisonne. Par contre, c'est la période sombre qui va commencer. On va appeler ça le grand grignotement. 1961, on exproprie puis on démolit le site pour faire place à la place des Arts. Ça paraît loin, ça nous paraît pas le quartier chinois, mais il faut comprendre qu'à l'époque, le quartier chinois ne se limitait pas à ce qui en reste aujourd'hui. Il allait au-delà de la rue Sainte-Catherine. Donc oui, ça l'a fait mal au quartier chinois. Pas longtemps après, un autre coup de grâce, comme dans les autres quartiers, l'autoroute Ville-Marie arrive, donc elle éventre le lieu où il y avait l'ancienne rivière et l'ancien marais. Maintenant, ça devient une autre tranchée dans le quartier. Après ça, 1976, la place des Jardins, donc les derniers bouts de rue résidentielle où il y avait vraiment des Chinois qui habitaient, tout rasé pour faire la place des Jardins. Bref, c'est pas fini. Dans les années 1980, où ce qu'on pense avoir un répit, on décide de faire le Palais des Congrès. Oui, il y a une portion qui est par-dessus l'autoroute Ville-Marie, mais le raccordement se fait dans ce qui reste du près de ville, donc des belles vieilles bâtisses du 19e siècle qui vont y passer. Et puis, à la fin, ça culmine avec la place Guy Favreau, qui était à peu près où est-ce qu'il y avait un ancien cimetière. Donc, à la construction de Guy Favreau, même les légendes disent que c'était hanté. Là. On perdait nos outils, on entendait des bruits, ça sentait l'encens. Mais bref, toutes ces années-là vont faire mal et tout le long du rang, on va continuer à détruire des bâtiments pour faire des stationnements ou des bâtisses commerciales. OK, donc comme je vous ai dit, des années 50 aux années 80, c'est la grosse débandade. On passe de 5000 habitants à 500. Ça fait mal. Par contre, à partir des années 80, 90, on sent un début de renaissance. Déjà en 1967, pour l'Expo, on avait essayé de reniper un peu le quartier chinois avec la fameuse pagode de la rue Saint-Urbain. Par contre, elle est passée sous le pic avec Guy Favreau. Donc, début des années 90, fin 90, début 2000, on donne un petit coup, on fait les nouvelles arches qu'on voit derrière moi. Ça, c'est un legs du maire Bourque. Alors, tout ça pour vous dire qu'on essaie de mettre un effort pour rendre le quartier chinois un petit peu plus... On essaie de sauver ce qui reste, en fait. C'est vrai que de nos jours, le quartier chinois est très peu habité par les Chinois. En fait, il est très peu habité tout court. Mais la communauté chinoise fréquente encore beaucoup le quartier, surtout pour visiter ces commerces qui ont des produits chinois qu'on retrouve presque nulle part ailleurs. OK, donc aujourd'hui, en 2021, le quartier chinois fait couler beaucoup d'encre. En fait, c'est comprenable parce que, comme à ses tout débuts, ça reste un passage névralgique entre le Vieux-Montréal, le centre-ville, des axes de communication qui passent par ici. Les promoteurs ont beaucoup les yeux rivés dessus. Aussi, le REM va passer...
c'est annoncé, le REM de l'Est va passer sur René Lévesque, juste devant le quartier chinois. On parle même de rendre l'intersection Jeanne-Mance et puis René Lévesque inaccessible à cause de la sortie de terre. Donc tout ça, ça va beaucoup influencer le quartier. Puis évidemment, l'école qu'on a parlé tantôt, qui date de 1827, qui aujourd'hui, c'est les usines des pâtes Wong Wing, parce qu'eux, ils ont été expropriés déjà avec Guy Favreau. Ils s'étaient installés dans l'ancienne école, puis maintenant, ils ont vendu un consortium de condominiums qui, eux, ont des grands projets. On est un peu inquiets. Est-ce qu'ils vont garder la vieille école et le patrimoine bâti? Chose qui est sûre, ça bouge beaucoup dans le quartier chinois dans les années à venir. Il faut surveiller ça. D'ici là, venez faire un tour. Donc, quoi de mieux qu'un restaurant vietnamien pour clore notre visite du quartier chinois? Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à aller voir ma première vidéo sur le sujet. Cliquez en haut à droite. Maintenant, vous savez quoi faire. Un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.